possible. Alors Stéphane Fuchs, de toute façon, votre nom est déjà synonyme de communication. La communication politique auprès des grandes fauves de la scène nationale, on le voit souvent. La communication d'entreprise au service des grands patrons. Non, il marche. Il faut juste parler dedans. Il faut juste parler dedans. Donc la communication politique, bien évidemment, des grands fauves de la politique, et la communication d'entreprise, des grands patrons du CAC 40. Et puis la communication, c'est la communication par temps calme, qui ne fait pas de problème, mais également la communication par tempête, la communication de crise. Et c'est là, voilà votre terrain d'action, celui où, sans trop vous flatter, on peut dire que vous passez pour un maître. Donc la communication. Et en même temps, ça peut paraître paradoxal, votre nom est aussi synonyme d'un autre concept en vogue, qui fait souvent les unes de nos journaux, celui d'homme de l'ombre. Vous savez, c'est mystérieux, même un peu sulfureux conseiller qui murmure à l'oreille du prince, notamment un certain Manuel Valls, Premier ministre, l'ami de 30 ans, même si cette formule, il faut s'en méfier, l'ami de 30 ans. Voilà. Et dans votre cas, je crois que tout va bien. C'est 35 ans. Ah bah voilà, vous avez passé le cap, donc c'est comme dans les mariages, quand on passe 7 ans, après c'est plus solide. Donc ces hommes qui, dans les coulisses, on dit qu'ils tirent les ficelles, qui montent les coups, alors les mauvais coups de préférence, en somme qui organisent les mystères qui dépassent nos politiques. Bref, ceux qui détiendraient le vrai pouvoir. D'ailleurs, on a vu récemment un documentaire dont vous étiez l'un des héros qui vous prêtait ce rôle un brin machiavélique, un documentaire télé qui a fait un petit peu de remous ces derniers temps. Mais alors on me dit que cette image vous lasse, voire vous agace. Vous préféreriez que maintenant on s'attache à votre rôle de communicant en pleine lumière, c'est-à-dire plutôt l'entreprise, celui qui réussit de jolis coups, et non pas de mauvais coups politiques, et dans le domaine des affaires, mais les vraies affaires, pas les affaires de la politique, celles du business, le CAC 40, là où ce qui est en jeu, ce sont des emplois par milliers et des véritables sagas d'entreprise. Et voilà désormais votre priorité. D'autant plus qu'il y a un an, vous avez décidé que Havas Worldwide, désormais, cesserait toute activité de conseil aux politiques. Et pour que tout le monde comprenne bien que vous avez effectué ce virage, vous avez utilisé une formule bien sentie. Vous avez dit qu'il faut s'interroger sur une activité qui représente 1% du chiffre d'affaires d'Havas, mais 99% de ses emmerdes. Voilà, comme ça c'est clair, tout le monde comprend. Pourquoi donc vous avez fait ce virage? Bon, il faut dire aussi que ça suivait les aveux très médiatiques d'un certain Jérôme Cahuzac, mais là je sens que je vais vous fâcher, aveux médiatiques qui d'ailleurs ont lancé une certaine mode des aveux des politiques à la télévision. Alors on va plutôt évoquer des succès plus récents, des belles histoires qui mériteraient d'être peut-être davantage à la une, comme votre rôle de conseil aux côtés de Jeff Immelt, le patron de General Electric, qui vient de gagner de haute lutte la bataille d'Alstom. Ou encore votre rôle également de conseil auprès de Patrick Drahi, le PDG de Numéricable, qui a gagné, lui, la bataille de SFR, au nez à la barbe d'Arnaud Montebourg. Ah, mais là, on retourne dans la politique, donc on va... Et le même Patrick Drahi, d'ailleurs, qui s'apprête aussi à sauver Libération, ce qui ne peut le rendre que sympathique aux yeux des journalistes. Enfin, sauver... On verra. En tout cas, il s'y attelle et c'est déjà pas mal. Enfin, on sait moins que vous avez également épaulé Bruno Lafont, président du cimentier Lafarge. Et là, il vient de réaliser une méga fusion. Ça s'est passé presque, enfin non pas inaperçu, mais avec le groupe suisse Holcim, ce qui en fait alors loin des lunes à sensation, alors que pourtant c'est une méga fusion et que c'est dans un secteur de pointe très important, ça en fait un des géants mondiaux. Donc voilà les histoires que vous aimeriez aussi qu'on en parle plus régulièrement. Et tout ça montre qu'il y aurait donc une vie après la politique. Non, on ne peut pas dire ça parce que finalement, dans tous ces dossiers, on voit que la politique, elle n'est jamais loin. Et au contraire, il touche même au cœur de l'État. On l'a vu avec Alstom, évidemment avec SFR, et encore même avec Lafarge, même si c'était plus discret. Le pouvoir non seulement suit ces manœuvres d'entreprise, mais parfois il en est même un des acteurs principaux. Et donc là, forcément, on reparle de l'homme de l'ombre, Stéphane Fuchs. On reparle de ces fameux réseaux, de ces fameux qui sont au cœur de la machine gouvernementale, c'est-à-dire ces Fuchsmen, des jeunes gens brillants qui sont de droite comme de gauche, que vous avez formés, que vous avez fait grandir chez RSCG et puis chez Havas. Comme le fit avec vous, en son temps, un grand sorcier de la pub et de la com, Jacques Séguéla. Et à propos d'ailleurs, j'ai retrouvé une anecdote très savoureuse sur Jacques Séguéla. Je crois que c'était en 88, vous travailliez à l'époque tous les deux pour Michel Rocard, et vous n'étiez pas du tout d'accord avec la campagne que Séguéla mettait en œuvre pour le référendum sur la Calédonie. Vous n'étiez tellement pas content que vous avez appelé Séguéla au téléphone, en gros, vous avez été très, très dur, très sec avec lui, et vous... La campagne, c'est de la merde.
Ben voilà, il me dit le quoi plus directement. Et surtout, vous lui avez dit que si c'était comme ça, vous alliez monter votre propre agence, rien que pour tuer Séguéla. Et qu'a fait Séguéla? Il vous a invité, je crois, à dîner, et devant un bon plat de pâtes, il vous a dit, tu veux tuer Séguéla? Eh bien, viens le faire chez Séguéla. Et c'est comme ça qu'a débuté un compagnonnage qui vous a mené là où l'on sait dans cette brillante carrière. Et voilà donc la communication qui nous réunit ce soir. Alors la communication, peut-être que pour lancer le débat, on peut se demander, est-ce que la communication, on peut parler de communication de crise, le contexte est assez riche en la matière, ou de crise de la communication? Stéphane. Merci. Deux petits points, puis après je vais essayer de développer un plan très long, comme ça laissera du temps pour le débat. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment où la société française, parce qu'elle est en crise avec un S, a du mal à définir l'état de la relation entre les différentes parties prenantes de la société. Et je vois que d'ailleurs, y compris les journalistes, participent d'une lecture que personnellement je trouve étrange, qui consisterait à ce qu'il y ait d'un côté l'État, de l'autre les entreprises, ailleurs d'ailleurs les citoyens, et que tout ça serait formidable si chacun restait là où il est et s'il n'y avait pas de passerelle. On vit d'ailleurs dans un moment que je trouve absolument étrange, où l'État, pardon mais je pense que ici c'est l'endroit où je peux le dire, se ghettoise, et où l'appareil administratif passe son temps à se replier sur lui-même, à ériger des barrières et à même trouver légitime de ne pas rencontrer les acteurs de la société avec lesquels et pour lesquels il travaille. Et on oublie quand on fait ça qu'il y a d'ailleurs dans le monde des systèmes tout à fait démocratiques, des constitutions même qui précisent que l'État et l'administration n'ont pas le monopole de l'intérêt et du bien public. L'administration est une des composantes de la société. Elle n'a pas le monopole de l'intérêt public. C'est pas le résultat de l'ENA? Alors, le résultat de l'ENA nous amène à autre chose, et c'est une transition, on s'est passé le ballon, on a répété tous les deux. Au fond, je voulais insister sur 6 contradictions qui, en creux, vous expliquent le rôle des conseillers en communication et pas des communicants. Pardon, parce que je ne communique pas normalement. Mon métier, c'est de faire communiquer mes clients. Et donc, je fais des opérations comme celle-là, d'abord par amitié, et ensuite parce qu'il y a une nécessité, comme toujours, de tuer les fantasmes et de faire la pédagogie des différents métiers. Mais c'est quoi ces contradictions? La première des contradictions, c'est qu'en France, nous avons une élite qui, fondamentalement, se méfie du peuple. Et c'est en partie le fruit du système méritocratique, c'est-à-dire qu'au fond, qu'on soit l'élite politique, administrative ou d'entreprise, nous avons fait les mêmes écoles. Et nous sommes donc par construction une élite sachante. Et évidemment, si nous sommes une élite sachante, il faut que les autres ne soient pas des sachants. Et il y a en France, d'une manière très enracinée, une culture politique qui est une culture d'un relatif mépris du peuple. Alécon entre en Munich, le pays des mangeurs de fromage, etc., etc. Le nombre d'exemples dans lesquels des politiques de droite comme de gauche ont en commun de considérer qu'il faut se méfier du peuple et qu'au fond le rôle de l'élite c'est de faire le bien du peuple sans le peuple, au travers de la démocratie qui fait que le peuple est appelé à voter de temps en temps, mais quand même sans trop lui expliquer ce qu'on a à faire. Et c'est un vrai sujet, parce que nous sommes le pays au monde dans lequel cette fracture est la plus forte. Et cette fracture est d'autant plus imbécile qu'en réalité, à l'ère des médias numériques, à l'ère de la surinformation, il n'y a jamais eu aussi peu de différences de compréhension des grands problèmes, y compris des problèmes économiques, entre les élites et l'opinion. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on a fait un sondage pendant, ça nous intéresse toujours de tester l'opinion, pendant l'opération General Electric Alstom, on a interrogé les Français sur est-ce que vous pensez que pour Alstom, la bonne solution c'est que l'État monte au capital de Alstom ou que Alstom s'allie avec une autre entreprise internationale. Que l'État monte au capital, 30%, que Alstom s'allie avec une entreprise internationale, 70%. Plus intéressant encore, les deux seuls électorats où était majoritaire l'idée que la solution c'était que l'État monte au capital, c'était le Front de gauche et le Front national, parce que les extrêmes, comme toujours, se rapprochent les uns des autres. Et donc, qu'est-ce que ça raconte?
ça raconte qu'au fond, on est dans un pays dans lequel la relation de confiance entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés est rompue, parce que ceux qui sont dirigés sentent très bien cette méfiance des élites pour le peuple. Et cette méfiance, elle est renforcée par un deuxième élément, c'est que nous sommes le pays au monde dans lequel le rapport à la vérité, notamment du politique, est le plus élastique. Au fond, à cause d'une mauvaise lecture de Machiavel, on a souvent considéré en France que mentir n'était pas important quand on était un politique, pourvu qu'on obtienne l'objectif que l'on s'était fixé. Sans comprendre que, comme dans toute construction de marque, comment voulez-vous que l'opinion fasse confiance à quelqu'un qui vous ment et qui passe son temps à vous mentir, qui passe son temps à faire des promesses qui ne sont pas tenues, qui passe son temps à faire le contraire de non seulement ce qu'il vous a promis, mais de ce qu'il a dit, et donc avec des paroles qui deviennent non seulement creuses, mais des paroles qui deviennent insupportables. C'est pas la définition même du politique, ça, là? Mais pas du tout. Si vous relisez Machiavel, Machiavel dit que le mensonge pour tromper l'ennemi est quelque chose de tout à fait possible. Il faut lire Le Prince, parce que par ailleurs, on dit, comme Machiavel l'a dit, moi j'ai fini par lire Machiavel, et Machiavel ne dit absolument pas qu'un général doit mentir à ses soldats. Il dit qu'un bon général a le droit d'enfumer son adversaire. Depuis quand est-ce que vos électeurs sont vos adversaires? Depuis quand est-ce que de mentir à ses troupes ou à ses mandants ferait partie du logiciel et de la boîte à outils normale? Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que même dans les rédactions des journaux, cette ligne de fracture entre le monde politique et le monde économique, elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire? Dans le monde économique... J'ai l'impression qu'il y a un peu de méfiance vis-à-vis des médias. Dans le monde économique... Non. Très nouveau. Très nouveau. Dans le monde économique, parce que c'est devenu pénal, parce que les sociétés cotées ont des obligations juridiques, parce qu'elles ont des obligations juridiques de toute façon vis-à-vis de leurs employés, le droit du travail, vis-à-vis de leurs consommateurs, les entreprises savent bien qu'elles doivent faire attention, pas nécessairement à tout dire, mais en tout cas à ce que tout ce qu'elles disent soit vrai. Parce que sinon elles peuvent être poursuivies et condamnées. Et donc les journalistes économiques savent très bien que le mensonge est interdit dans la boîte à outils des entreprises et que si une entreprise ment, elle est condamnable et condamnée pour cela. Alors que les journalistes politiques accordent, on va dire, un degré différent de condamnation du mensonge et trouvent qu'au fond, un politique qui ment, c'est ce que tu dis, c'est un politique qui fait de la politique. Oui, ça peut même être sympathique. On se souvient de l'image de super menteur de Jacques Chirac. Ça lui avait plutôt presque servi dans les guignols, en tout cas. Pas trop. C'est un paradoxe, en effet, étonnant. Oui, mais parce qu'en politique, à la fin, c'est autre chose. On y reviendra sur les différences entre la politique et l'entreprise, c'est intéressant. Mais assumons celle-là, elle est majeure. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les campagnes électorales nous amusent autant? C'est parce que dans une campagne électorale, le marqueur est binaire. À 50-01, vous avez gagné, à 49-9, vous avez perdu. Donc à 50-01, vous êtes un génie, à 49-9, vous êtes un crétin. Quand je fais du marketing, le lancement d'une voiture où j'ai 4% de part de marché d'objectif, si je fais 4,01, ça ne change rien. Si je fais 3,99, ça ne change pas beaucoup plus. Et donc, en réalité, l'intensité de la pression qui existe est évidemment différente parce que la différence, c'est la différence entre la vie et la mort, la victoire ou l'échec. Un peu comme dans le football ce soir. Voilà. Mais la France est le pays au monde le plus permissif pour le mensonge du politique. Là où, aux États-Unis, et d'une manière générale dans le monde anglo-saxon, le mensonge condamne un politique à être sorti du jeu, ou en tout cas rend sa carrière très difficile, on n'est pas dans la même situation en France, et c'est un problème parce que, par ailleurs, si on accepte l'idée qu'au fond un politique c'est comme une marque, et que le sujet central pour lui, comme pour une marque, c'est la relation de confiance qu'il a avec ses consommateurs, avec son environnement, comment est-ce que vous voulez, encore une fois, que l'on fasse confiance à une marque qui me ment? Toutes les marques de consommation se seraient détruites depuis longtemps si elles mentaient aux consommateurs. Si une voiture ne roulait pas, etc. Et en politique, on est encore avec, je dirais, à la fois cet accommodement par rapport à une opinion qu'on considère comme ne comprenant pas ce qui se passe, et un deuxième accommodement qui est
on va dire, un rapport élastique à la vérité. Troisième contradiction, nous savons bien en marketing que c'est l'offre qui crée la demande. Si vous interrogez les consommateurs avant la création de la tablette par Apple sur est-ce que la tablette les intéresse ou pas, ben, la réponse au désir d'un produit qui n'existe pas est en général assez faible. Et c'est quand la tablette arrive et qu'elle existe qu'elle crée le désir. C'est la règle numéro 1 du marketing, c'est l'offre qui crée la demande. Je constate qu'en politique, c'est la demande qui structure l'offre. Et que trop souvent, on a des politiques qui courent après l'opinion en essayant d'avoir une représentation de ce que l'opinion pense au travers des sondages et cherchant à parler à l'opinion au travers des médias. Oui, et puis des conseils de communication qui vont les aider à trouver le bon langage, non? C'est des mauvais conseils. Le bon message. Pardon, c'est des mauvais conseils en communication. Si le rôle du conseil en communication, c'est d'organiser uniquement la réponse à la demande, c'est un mauvais conseil en communication, parce qu'un conseil en communication, il doit aider à la stratégie, au marketing de l'entreprise, et c'est l'offre qui crée la demande. Et donc si vous n'aidez pas à construire l'offre, or l'offre c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai de nouveau, qu'est-ce que j'ai de différenciant, qu'est-ce que j'ai qui peut intéresser dans value for money, donc prix pour service, le consommateur auquel je m'adresse. Or, vous parliez des différences qu'il y a entre le monde de l'entreprise et le monde de la politique, je constate là un retard, en tout cas considérable, dans le monde politique, avec presque un paradoxe. Alors que la crise de 2008, c'est-à-dire la crise des subprimes, normalement a tué idéologiquement le libéralisme. Parce qu'après les folies des banquiers, comment considérer qu'on devrait vivre dans un monde qui serait non supervisé et non régulé? On a vu où ça pouvait conduire. Et donc normalement, l'État a retrouvé une légitimité à agir sur le terrain de l'économie. Simplement, paradoxalement, c'est arrivé à un moment où il ne sait plus comment le faire. Et où la conduite d'une politique macroéconomique, la conduite d'une stratégie, y compris de développement de filières dans le pays, en mettant en commun la ressource universitaire et de formation, la ressource d'équipement d'un pays, et surtout n'éteignez pas votre téléphone. Hein. C'est de la communication. Oui, je vous en prie. Alors pour vibreur, hein, pour ceux qui veulent. Bon, et voilà. Mais c'est, pour moi, la première des choses qui est, je dirais, désolante, c'est qu'on est dans un monde dans lequel on a organisé maintenant une forme de course à l'échalote, qui est qu'on croit que la vérité est détenue par les sondages, alors que les sondages ne sont, par construction, qu'une photographie du passé. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, ce serait que si le politique paraît déficient ou décevant, c'est parce qu'il ne sait pas. Mais en revanche, selon vous, il peut toujours. S'il savait, il pourrait agir, il pourrait avoir plus de marge de manœuvre et plus d'impact sur l'économie, sur la société. Parce que le doute, il est là aussi. Mais en tout cas, il pourrait assumer son rôle, et donc du coup être dans un mode de collaboration et de co-construction, parce qu'une société, ça ne se construit pas que du côté d'un appareil d'État qui vivrait en chambre et en bulle, mais ça se construit en mobilisant l'ensemble des forces vives d'un pays. Quatrième contradiction, c'est la contradiction entre les émetteurs et les médias. Là, ça va être dur. Pas trop, mais quand même. Au fond, les médias, il faut assumer qu'entre les émetteurs et les médias, nous avons des intérêts qui sont contradictoires. Les médias recherchent la nouveauté, l'exclusivité, ce qui leur permet au fond de se différencier de leurs confrères, ce qui leur permet de dire « c'était dans le Parisien et nulle part ailleurs, et donc je suis intéressé par l'exclusivité » et donc par la nouveauté. La nouveauté étant d'ailleurs pas nécessairement synonyme de la vérité, parce qu'on le sait bien, la vérité est de plus en plus difficile à aller chercher, qu'elle demande des moyens, du travail, et d'ailleurs que le temps qu'il faut pour aller vérifier est un temps pendant lequel le média risque de se faire voler l'information par des concurrents, et donc l'arbitrage donné en comité de rédaction sur le fait qu'on va sortir une info qui n'est pas complètement vérifiée pour être certain qu'on ne va pas se la faire piquer par quelqu'un d'autre, est un arbitrage qui est souvent donné. Je suis obligé de nuancer un peu, mais enfin, c'est la conférence de Stéphane Fuchs. La vérité reste une valeur quand même assez importante. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'ailleurs de souligner la différence entre les pays anglo-saxons qui différencient les faits et les opinions des médias français qui ont tendance à tout mélanger? En vrai, c'est une légende.
C'est comme l'indépendance de la justice américaine par rapport aux politiques. C'est la légende de Liberty Valance. Peu importe la vérité, l'important c'est d'écrire la légende. Et juste un mot là-dessus, le meilleur exemple de ça, que c'est une légende, souvenez-vous quand même la guerre d'Irak en 2003, qui a propagé le mensonge américain, ce sont les médias américains. Qui s'est engagé comme un seul homme derrière la guerre de George W. Bush, ce sont les médias américains, qui d'ailleurs l'ont chèrement payé. Hein. Voilà. Mais donc, la contradiction entre les émetteurs et les médias, il faut l'assumer. Et d'ailleurs, elle rend indispensable d'un certain point de vue les conseillers en communication. Les journalistes détestent évidemment avoir un intermédiaire qui est forcément un filtre entre eux et l'entreprise. On en parlait tout à l'heure à côté, on se donnait l'exemple de BNP Paribas. Pour BNP Paribas, j'organise une non-communication consciencieuse. Et donc évidemment, on a un intérêt qui est absolument contradictoire avec celui des médias qui voudraient pouvoir tout raconter tout le temps, et si possible en continu sur tout ce qu'il y a dans le dossier. Nous, on a une stratégie, elle nous appartient, qui est et en plus on y est contraint, y compris par les accords passés avec la justice américaine, de ne rien dire. Mais ne rien dire, ce n'est pas ne rien faire. Et donc ça s'organise, le ne rien dire. Mais vous voyez bien, c'est contradictoire avec l'intérêt des médias. Ne soyons pas naïfs et arrêtons de croire qu'il y aurait d'une part, que l'intérêt des médias serait l'intérêt du bien commun, serait l'intérêt général, un peu comme tout à l'heure, l'État s'était arrogé le droit d'être le seul détenteur de l'intérêt collectif. Les médias ne peuvent pas s'arroger le droit d'être le seul détenteur de l'intérêt de l'information. Ils ont un métier, il est légitime et il faut qu'ils le fassent sans restriction, qui est de chercher l'information. Et il faut qu'il y ait de l'autre côté des gens qui sont capables de dire non ou de donner les informations à condition qu'une règle soit respectée, mais sans laquelle d'ailleurs je n'ai rapidement moi plus aucune valeur, qui est que là aussi tout ce que je dis doit être vrai. Je ne suis pas obligé de tout dire. J'explique parfois aux journalistes pourquoi on ne répondra pas, mais tout ce qu'on dit doit être vrai. Donc, quatrième contradiction, c'est cette contradiction qui existe parce que non, les médias ne sont pas les détenteurs d'une vérité et d'un pouvoir qui ferait qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaires et qu'il n'y a pas besoin de construction même, on pourrait dire de rapport de force entre eux et les émetteurs. Là-dessus, il faut dire aussi d'ailleurs qu'on n'est pas aidé par la technologie, puisque les progrès aujourd'hui entre Twitter, Facebook, etc., les émetteurs de médias sont partout. C'est chacun de vous, c'est chacun de nous. Voilà, le partage de la source d'information est devenu maintenant très lié au développement des technologies. Alors il est mon parfait partenaire, parce que c'était il fait les enchaînements. Car évidemment, c'est le point aussi, c'est cette contradiction dans le rapport au temps. Les médias sont dans la nécessité du temps ultra court aujourd'hui. D'ailleurs, eux-mêmes n'attendent plus les éditions papier, ils balancent les infos sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux pour être certain que le scoop a été fait, et le rythme médiatique n'est plus celui de la journée, il est celui de l'heure, voire celui de la minute, quand on connaît la capacité d'embrasement, on va dire, qu'il y a aujourd'hui sur la blogosphère. Nous, quand on travaille pour nos clients, on a un objectif qui est, surtout dans les situations de crise, où est-ce que je veux arriver à la fin. Et donc si je me préoccupe de toutes les risées, de tous les orages, de tout ce qui se passe en permanence, je vais courir comme le lapin après les phares de la voiture, dans tous les sens, en étant complètement affolé, mais en perdant le sens. Et il faut bien qu'il y ait des gens pour écrire, non pas la partition des médias qui est le plus d'infos, le plus vite possible, si possible qu'elle soit vraie, mais sinon tant pis, et qu'il y ait de l'autre côté des gens qui soient pour réfléchir à comment je vais en sortir à la fin, qu'est-ce que je vais dire, quand je vais le dire, et évidemment comment je vais le dire. Et donc ce rapport au temps est devenu un rapport essentiel dans la gestion médiatique, même si dans la réalité, il est aussi ancien que la communication. Le rapport signal-bruit est à la base même de la communication. Si je parlais tout le temps très fort, c'est-à-dire si tu n'étais pas là de temps en temps pour m'interrompre, tout le monde s'emmerdait rapidement. Et donc on sait bien que pour être entendu, il faut parfois parler fort, parfois parler doucement, et parfois même se taire. On utilise souvent l'image du sous-marin. Voilà, on est en surface, on est en plongée périscopique, en plongée profonde, on est en silence complet, et on peut choisir cette variation sur le potentiomètre en fonction de ce que l'on a à faire et de l'intérêt de nos clients, parce que nous on est là pour défendre l'intérêt de nos clients, on est les avocats de leur image. Et enfin, dans cette contradiction entre les élites et les enjeux de la communication,
il y en a un qui est celui qui me frappe le plus, c'est le rapport à l'image. Au fond, nous avons fait des études où l'essentiel des épreuves que nous avons passées, nous les avons faites par écrit. Puisque le grand taux à Sciences Po à l'ENA, c'est un truc qui vient à la fin, et l'essentiel, dans notre culture, est une culture de l'écrit. Et ça a pour conséquence que nos amis, nos clients, ne pensent pas l'image. Pourtant, comme disait le président Mao, une image vaut 1000 mots, et moi je suis toujours sidéré de voir un président de la République à la télévision devant des portes ouvertes, ce qui fait que vous ne regardez pas le président, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? On psychanalyse, ça porte un nom. Et qu'on soit au fond dans quelque chose où le signifiant de l'image n'a pas été pensé. Mais refuser le signifiant de l'image, c'est assumer une position d'amateur, et au fond, c'est ce qui me frappe le plus, c'est que en matière de communication, et surtout de communication politique, et je voulais terminer par là pour qu'ensuite on puisse débattre, il y a en France une sorte de revendication paradoxale qui a été la revendication de l'amateurisme comme une vertu. Si je suis amateur, si je n'ai pas de conseil, si je ne fais rien professionnellement, regardez, c'est que forcément je suis vertueux par rapport à tout ce qui serait... voilà. Vous voyez comment les Français le jugent à la fin, c'est-à-dire que oui, la communication est une discipline consubstantielle de l'exercice du pouvoir, que ce soit du pouvoir d'entreprise ou du pouvoir politique. Et les Français qui sont intelligents regardent dans la manière dont vous maîtrisez cet exercice votre capacité à gouverner et à agir. Et en plus, ils ont une culture de l'image et de la télévision qui est bien supérieure à celle des élites, puisqu'elles rentrent trop tard pour regarder le journal télé. Et donc ils ne savent pas ce qui se passe véritablement dans l'opinion. Et la réalité, j'avais un très bon exemple, c'est quand Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie et des finances, va à la télé pendant la crise des subprimes pour dire « la crise ne traversera pas l'Atlantique ». Le lendemain matin, le taux de collecte aux caisses d'épargne fait un bond jamais vu. Et les caisses d'épargne, c'est un très bon indicateur, parce que ce n'est pas les hyper riches qui ont leur compte à la caisse d'épargne, c'est tout le monde qui a son compte à la caisse d'épargne. Et donc les Français ont compris que la crise ne traversera pas l'Atlantique, ça voulait dire on va en chier grave. Je vais poser la première question. On attribue aux communicants une grosse influence, et je suis frappé par le fait que nos politiciens, ceux qui nous gouvernent depuis longtemps, privilégient l'aspect politicien à l'aspect homme d'État. Et je trouve que là, il y a peut-être une lacune dans l'efficacité des communicants. Oui, ça renvoie aux trois sujets du début pour moi. Et le vrai enjeu, c'est l'enjeu de l'offre politique. C'est-à-dire que Pilan, qui m'a formé en même temps que Séguéla, avait une formule que j'utilise souvent parce que je la trouve formidable. Quand tu n'as rien à dire, faut-il le faire savoir? Or, moi je constate que les politiques notamment se posent rarement la question. Ils sont invités par un média, ils sont tellement contents d'y aller qu'ils s'y précipitent, et c'est en voiture, en route pour y aller, qu'ils se demandent ce qu'ils vont dire. Je rigole, mais c'est à peu près ça. Si je puis, j'en fais plus, mais j'ai quand même pas le droit de raconter, donc c'est dommage. Mais on pourrait. Je suis sûr, on est entre nous, c'est off, ce ne sera pas mis sur Twitter dans les journaux. C'est bien connu, oui, c'est off. Et donc, voilà, donc c'est une réalité. Et je pense que simplement, c'est une réalité qui est perçue par l'opinion. Parce qu'encore une fois, l'opinion est beaucoup plus intelligente que ce que les élites croient. Elle comprend très bien quand on se fout de sa gueule, quand on lui dit le nuage de Tchernobyl, ou la crise des subprimes, ou l'inversion de la courbe, elle comprend qu'en réalité, ce n'est pas en train d'arriver. Il faut absolument nous remettre des bouteilles devant. C'est gentil. Ah, mais donnez la... Voilà, et donc il faut revenir à l'essentiel. Au fond, il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de produit. Moi, je sais. Donc il faut d'abord s'occuper du produit. Et est-ce que c'est le travail des conseillers en communication? J'aurais tendance à dire que la réponse est plutôt non. Oui, mais là où Pilan était assez retors, et en effet, hein, c'est vrai qu'on
on a tous ce souvenir, c'était le maître, c'était en effet l'un des grands maîtres qui est resté comme tel, c'est qu'il organisait aussi le silence, il organisait le fait de ne pas parler, de ne rien dire. Et c'est comme ça que, souvenez-vous, le surnom de Mitterrand, c'était le Sphinx. Parce que justement, c'était, pour le coup, le grand sachant, mais qui en plus ne parlait pas ou parlait très peu. Alors il faut dire qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu. Mais après, Pilon, il est passé de Mitterrand à Chirac.